Chers amis, bonjour. Il y a 10 jours de cela, on m'a demandé de parler sur une thématique qui s'appelle le métier du consultant. Donc l'intervention a duré à peu près 2h30. À la fin, j'ai demandé s'il y avait une mise en boîte de ce que j'ai partagé. Hélas, malheureusement, aucun enregistrement n'a été effectué. Durant cette intervention, en fait, j'ai parlé de ce métier qui me passionne, qui est mon second métier depuis presque 18 ans, depuis 2006, à travers la marque Tselun Consulting. Pour moi, si on résume, en fait, un consultant, c'est quelqu'un qui fournit des solutions et qui inspire à la fois la performance. Dans cette vidéo, on va parler de qu'est-ce qu'un consultant, qu'est-ce qu'on attend de lui, en quoi, au fait, quand on veut devenir consultant, en quoi consiste notre travail, comment on facture, etc. Mais avant de commencer, permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Prosper Anselun, je suis entrepreneur depuis 2001 et à travers les entreprises que j'ai créées à Madagascar, où j'ai aussi des participations dans des entreprises en France et à Hambourg, en Allemagne, la ville dans laquelle je vis actuellement. Disons que je passe 60% de mes temps pour accompagner ces entreprises, partager ma façon de voir les choses, les stratégies, faire les suivis de nos performances, ajuster, accompagner nos managers sur tous les plans, que ce soit financier, stratégique, opérationnel et tout ce qui est marketing et surtout le développement des ventes. Pour les 30% restants, je travaille en tant que business coach, en tant que consultant, à court terme la plupart du temps, sinon je suis papa et je fais aussi des vidéos. Ça prend peut-être 1 heure par semaine ou 2 heures selon les sujets, selon mon humeur, selon mon envie. Mais en tout cas, partager, c'est quelque chose que j'adore. Donc si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encouragerait. Donc c'est quoi un consultant? Bien sûr, quand vous tapez sur Google, vous allez voir des définitions, mais pour moi, il y a 3 choses. Un consultant, c'est quelqu'un en fait qui comprend les problématiques et qui propose des solutions et accompagne le client pour mettre en place ces solutions. Prenons par exemple une entreprise qui perd de plus en plus chaque année en fait son fonctionnement, sa performance, les ventes stagnent, les dépenses explosent et on a comme l'impression qu'on perd le contrôle et qu'on va tout droit dans le mur. C'est là généralement, disons, dans 2/3 de cas où je rentre en jeu. C'est-à-dire que d'abord, je fais un diagnostic. Qu'est-ce qui se passe? État du lieu, comprendre et essayer de comprendre les raisons. C'est pour ça que je me déplace, que ce soit à Madagascar, que ce soit au Togo, au Cameroun, chez les comités d'entreprise dans lesquels on m'a payé pour intervenir. Et à partir de ces analyses, j'amène aussi mon savoir-faire, mon expertise pour proposer des solutions. Il faut savoir qu'un consultant ne décide pas. Ce que je fais, en fait, c'est d'essayer de faire émerger des solutions possibles. Parfois, ça vient de moi, disons la plupart du temps, mais aussi ça vient des gens qui connaissent leur métier, qui ont fait ce job depuis longtemps et à partir de là, on essaie de voir, de mettre ensemble une stratégie au fait. Et à partir de ces stratégies, on propose des solutions et les solutions ou recommandations, si elles sont acceptées, on met en place et j'accompagne les gens pour le suivi de la mise en place, voir en fait les étapes à suivre, s'assurer qu'on avance dans la bonne direction, mettre en place ce qu'on appelle le KPI et ainsi de suite. La consultance peut couvrir plusieurs domaines. Les domaines qui m'intéressent personnellement, c'est la stratégie d'entreprise, le management, le leadership et le coaching. Comment améliorer en fait la culture d'une entreprise, comment mettre en place la culture de changement, d'amélioration continue et comment en fait l'idée une entreprise compte tenu de la culture locale, compte tenu de la différence culturelle entre le manager et les gens qu'on gère et ainsi de suite. J'interviens aussi dans tout ce qui est analyse financière. J'aime les chiffres. Je suis financier à la base, donc c'est un peu le côté transversal parce que dans tout ce que je fais, je ne jure à la fin que par les chiffres aussi. Il faut que les changements qu'on a apportés se transforment en chiffres réels
que quand on a dit qu'on a amélioré la performance, qu'il y a des résultats chiffrés pour pouvoir apprécier cette amélioration. Après, pourquoi être consultant? Pour moi, en fait, les avantages du métier, il y en a forcément plein, mais il y a 4 catégories qui m'intéressent particulièrement. Tout d'abord, j'aime le fait de pouvoir travailler dans plusieurs secteurs, avec plusieurs clients, c'est-à-dire qu'on change de domaine. En milieu de l'année, j'ai travaillé avec des entreprises qui font de l'aquaculture, qui fait du développement local à la base. Et après, j'ai travaillé avec des distributeurs, j'ai travaillé avec des restaurateurs, j'ai travaillé, ne serait-ce que pour l'année 2024, j'ai travaillé avec 14 clients. Et c'est 14 domaines différents, c'est 14 secteurs, c'est 14 tailles d'entreprises différentes, c'est 14 lieux différents, que ce soit à Sambave, à Diego, à Tamatave, à Tana, il y avait plusieurs types de clientèle, plusieurs types de ressources, plusieurs types de façons de faire. Et tout ça, en fait, non seulement j'apporte de la valeur à mes clients, mais ça m'enrichit aussi personnellement. Donc ça, c'est d'un. Deuxième chose, j'aime bien mettre mon expertise parce que le savoir, en fait, c'est quelque chose, quand on l'a, c'est pas comme de l'argent. Ça augmente pas tout seul de la valeur, il faut l'utiliser. Et j'aime bien partager, en fait, mes expertises avec d'autres gens, avec mes clients, avec mes collaborateurs, avec des gens que je connais. Ici, je suis dans un coworking space, on prend parfois du café ensemble, on échange. Bien sûr que ce ne sont pas mes clients, ce sont mes collaborateurs. Quand j'ai des problèmes assez particuliers, je leur pose des questions, mais vice-versa. Et c'est ça, en fait. Ce deuxième point, ça m'intéresse beaucoup aussi. Troisième point, c'est la liberté et l'organisation de travail. Aujourd'hui, on est le 27. Depuis ce matin, je suis seul ici. J'ai envie de travailler, je ressens ça avant d'aller en week-end. J'ai cette envie et je m'organise personnellement. Bien sûr, quand j'ai envie de prendre un congé, je prends un congé. Quand un client m'appelle, malheureusement, il y a ce côté moins glamour au fait d'être entrepreneur, d'être consultant, c'est que quand les clients appellent, on répond généralement présent, donc on ne peut pas être 100% en vacances comme quelqu'un qui, voilà, il part en congé, il y a quelqu'un qui assure la suite, l'intérim, mais bon, voilà, il est tranquille, sans téléphone, sans ordinateur. Bon, malheureusement, on n'a pas ça, mais au moins, j'ai la possibilité de m'organiser et de dire, bon, je travaille un dimanche, mais le lundi matin, j'ai envie de regarder un film, par exemple, dans mon living. Ça, c'est quelque chose que j'adore aussi, avoir une espèce de liberté, en fait. Et quatrièmement, bien sûr, toute peine mérite salaire, c'est l'opportunité de pouvoir facturer selon, en fait, mes envies, selon mon expertise. Donc, disons que les gains dans le consulting sont plus attractifs. En parlant de gains, il y a 3 manières, en fait, de facturer le client quand on est dans le consulting. Première manière, c'est le temps, c'est-à-dire qu'on facture soit par heure, soit par jour. L'avantage de cela, c'est la transparence avec le client. Tiens, on a fait 2 heures ensemble, ben on sait, on note et il paie. Tout est transparent. L'inconvénient, c'est que les gains peuvent être limités si la mission se fait très rapidement dans un temps limité. Bien sûr, on peut en perdre. Mais ça, c'est une manière et c'est la manière la plus utilisée, je pense, dans le consulting. Deuxième manière, c'est de fixer des forfaits. Par exemple, quelqu'un demande un business plan. Un business plan, si on le fait de manière très détaillée, ça peut prendre entre 50 et 70 heures. Soit on facture par heure, soit la plupart des clients disent non, non, je ne veux rien savoir, mais combien ça coûte en tout. Donc après, ça dépend. Si on est à Madagascar, on facture un arrière, donc on est de l'ordre de 4 millions, donc, ce qui fait à peu près 800 € pour un business plan qui prend 70-80 heures. Si on est en Europe, on est de l'ordre de entre 3 000 et 4 000 €. Donc disons, c'est 10 fois plus le prix à Madagascar, en Europe. Et ce sont des fourchettes normales, acceptées, ce sont les fourchettes pratiquées sur le marché. Donc l'avantage de cela pour le client, c'est que le prix est accepté et clair. Donc peu importe le temps que ça prend, peu importe les difficultés que le consultant a, le client est sûr qu'avec tel montant, il peut recevoir un document acceptable. L'inconvénient pour
l'intervenant, pour le consultant, c'est que si ça prend beaucoup plus de temps, si par exemple les études de marché qui devraient être faites en cours de route prennent beaucoup plus de temps, plus complexes, bien sûr c'est ça aux risques et périls du consultant, mais on peut aussi perdre beaucoup plus de temps que ce qu'on a facturé. Troisième manière de facturer, c'est la facture à la performance. Dans la plupart du temps, en fait, on partage en deux. Je prends un exemple, quand il y a des gros clients en fait, qui nous demandent d'intervenir sur des négociations. Donc ce qu'on fait, c'est que, par exemple, je prends des négociations de s'installer dans un pays. Ce qu'on fait, on les accompagne. Bon, on prend un forfait, je ne sais pas, ça dépend de la taille du marché, de ce qu'on fait. Si on prend une énorme entreprise, une cimenterie par exemple, qui veut s'installer dans un pays francophone, bon, disons qu'une mission d'une semaine avec les préparations et tout ça, c'est 15 000 €. Et on se dit, si en plus 15 000 €, plus les billets d'avion et les per diem en sus, parce qu'il faut qu'on soit dans un hôtel, qu'on soit logé, nourri, et voilà. Et après, il y a une clause qui dit que si ça fonctionne, on prend encore 1, 2 ou 3% du montant global du marché. Et c'est pareil aussi pour certains types de demandes de financement. C'est la pratique aussi. Par exemple, on monte le dossier pour un forfait de, je sais pas, 4 000, 5 000 €. Ça dépend de la taille du projet. Et si le financement est accordé, bon, on a, disons, par rapport à ce résultat, à cette performance, 1, 2 ou 3% de plus. Après, c'est à vous de négocier avec votre client pour mettre en place tout ce système. Donc voilà, il y a ces trois démarches. Premièrement, c'est par rapport au temps par heure, par jour. Deuxièmement, c'est forfaitaire. Troisièmement, c'est par rapport aux résultats, aux performances. Donc, pour fixer les honoraires, en fait, il y a certains points auxquels sont sensibles nos clients. Les voici grosso modo. La liste n'est pas forcément exhaustive, mais en tout cas, voici certains points qu'on peut mettre en avance pour justifier nos prix. Tout d'abord, ce sont les compétences et l'expertise. Plus on est expert, plus on a beaucoup plus de savoir-faire, d'expérience, plus on devrait être plus cher. Parfois, la compétence et l'expertise aussi, c'est à travers des certifications. Quand on est certifié pour quelque chose, bien sûr, on a beaucoup plus de valeur. Deuxièmement, c'est le contexte de l'intervention, la complexité de l'entreprise ou du programme ou du projet, les types. Bien sûr, une ONG locale n'est pas comparable avec une ONG internationale en termes de budget, en termes de valeurs, en termes de capacité à payer quelque chose. Donc, tous ces contextes rentrent en jeu. Le lieu, quand on intervient en Afrique francophone, on intervient en Europe ou dans d'autres pays, c'est différent. Troisième point, c'est la valeur ajoutée. Parfois, quand on intervient pour des projets, pour des programmes, c'est différent que quand on intervient dans une entreprise à but lucratif. Parce que pour un projet, peut-être, ça va améliorer un aspect social, solidaire, et tout ça, ça fait partie de leur budget. Il y a des cadres financiers logiques à suivre. Il y a plusieurs PTF, les partenaires techniques et financiers, qui ont déjà des tableaux en disant pour tel type d'intervention, tel type de diplôme, tel type d'expérience de l'intervenant, c'est tel montant. Donc tout est déjà pré-programmé en quelque sorte. Pour les entreprises, c'est par rapport aux gains. Si on vient et qu'on fasse entrer à travers nos travaux, on améliore leurs résultats de 10 millions d'euros de plus, bien sûr, ça a un impact. Gagner 10 millions d'euros, ils sont prêts peut-être à débloquer 50 000 pour arriver à cette fin, à cet objectif. Donc, c'est important de tenir compte de tout ça. Mais dans tous les cas, j'encourage toujours les gens à faire du benchmark, à voir en fait, dans ce secteur, dans ce domaine, dans ce pays, dans cette région, comment on fait, comment les autres facturent pour ne pas être en décalage avec tout le monde, pour être plus compétitif, parce que la plupart du temps, il y a toujours la comparaison de l'offre technique et la comparaison aussi de l'offre financière. Donc, même si l'offre technique est très bonne, si l'offre financière est complètement décalée, on peut perdre des marchés. Donc, avant de parler du processus de consultance, j'aimerais parler et mettre en avant encore, disons, les ingrédients pour être plus intéressant sur le marché. 1.
mais aussi pour réussir, pour se développer. Tout d'abord, c'est l'expertise, le savoir-faire. Il faut les aiguiser, il faut les améliorer, être curieux, apprendre, écouter des podcasts, lire des documents sur nos domaines de compétences, participer à des conférences. Tout ça, c'est important. Regarder des vidéos sur YouTube ou sur d'autres plateformes. À part ces compétences techniques, il faut aussi la compétence humaine, apprendre à écouter. Quand on est consultant, on doit être très sensible par rapport aux détails. Il ne faut pas qu'on oublie des choses. On doit être très sensible par rapport aux besoins, par rapport à l'objectif du client. Et l'écoute, ce n'est pas simple. Il faut apprendre à le faire. Il faut s'exercer. Il faut travailler toujours, répéter, voir si ça marche, demander des feedbacks à nos clients. Il faut être flexible et s'adapter à toute situation, comme je disais tout à l'heure, même si on est en vacances, quand les clients ont besoin de nous, il faut être réactif. Okay? Ce n'est pas qu'on nous envoie un message aujourd'hui et qu'on réponde genre 24 heures après, c'est trop tard. Réactif, répondre, mais ne serait-ce que pour dire, ah, tiens, j'ai reçu ce message, je n'ai pas encore le temps aujourd'hui, mais on peut en parler lundi prochain par exemple. Ce n'est pas grave, mais être réactif, c'est ça, donner l'information le plus rapidement possible. Ça, c'est important. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas être dérangé, ben, ce boulot n'est pas pour vous. Troisièmement, c'est avoir la vision stratégique. C'est quoi? Ce que j'appelle avoir une vision stratégique, c'est pouvoir en fait mettre en pratique les recommandations. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de recommander, mais proposer des actions déclinées de nos recommandations. Si on se dit allons améliorer la vente, ben, le client, bien sûr, il est content d'avoir ça, mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse avec ça? Il faut décliner ça en action. Est-ce qu'on va mettre en place des campagnes de prospection? Et si on met en place une campagne de prospection, comment on le fait? Où est-ce qu'on cherche les informations? Est-ce qu'on met en place une guide ou un canevas, des choses à dire à chaque client qu'on a au téléphone? Est-ce qu'on va faire toquer chez les clients? Comment on fait? Tout ça, c'est à vous d'accompagner les clients pour que ce soit le plus pratique possible, proposer des solutions qui sont utilisables de suite. Sinon, votre intervention ne sert à rien. Vous devez être un couteau suisse, quelque chose qui aide en fait les gens à pouvoir aller de l'avant. Donc, maintenant, parlons du processus. Généralement, il y a 5 étapes en fait dans le consultance. Généralement, j'ai dit, parfois moins, parfois plus, mais généralement, ces 5 éléments devraient être toujours là. Tout d'abord, c'est le diagnostic global, donc il faut comprendre le besoin du client, ses objectifs. Deuxièmement, on fait des collectes de données. C'est une démarche plus approfondie d'une analyse. On connaît tous les analyses SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. On l'utilise généralement, les gens quand ils viennent de l'école, ils connaissent tout ça. Mais ils ne se rendent pas compte de la puissance de cet outil en fait, dans le fonctionnement normal d'une entreprise. C'est dommage, mais c'est à la fois aussi super ainsi parce que ça permet aux consultants de faire leur job et de gagner de l'argent avec cela. À partir de là, force, faiblesse, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, on propose des solutions. Garder ce qui marche, développer des solutions défensives en fait, par rapport à ce qui ne marche pas. C'est le fameux plan d'action. Qui fait quoi? Ça devrait être fait par qui? Optimiser l'organisation. Voir en fait, côté outils, comment on peut optimiser en fait, quel outil on devrait utiliser en termes digital pour faciliter, pour diminuer le coût. Parce qu'on est là non seulement pour l'efficacité, mais aussi pour l'efficience de l'organisation. Donc quelque chose qui coûte moins cher, mais qui fonctionne, qui est efficace. Améliorer la performance de l'organisation et de l'entreprise. Quatrièmement, c'est la mise en œuvre. On accompagne le client dans la mise en œuvre, dans l'exécution en fait, de tout ce qui a été planifié. Et cinquièmement, c'est le suivi, évaluation. Il faut qu'on arrive à mesurer est-ce que ça a donné quelque chose. Parce que bien sûr, tout ça est super, on l'a fait, mais est-ce que ça a donné les résultats? Quand on dit performance, est-ce qu'on a amélioré en fait les marges? Est-ce qu'on a augmenté les ventes? Est-ce qu'on a diminué les coûts? Il y a plusieurs choses à voir. Parfois, on intervient
pour l'amélioration de l'image d'une ONG. Est-ce que l'amélioration de l'image est palpable? Sur quel indicateur on se base? C'est tout ça. 5 éléments. Ça a l'air simple quand on le dit comme ça, mais c'est ça le cœur du travail du consultant. C'est pas simple du tout. Il faut du savoir-faire, il faut des compétences non seulement techniques, mais aussi des compétences humaines, parce que ne serait-ce comment transmettre ça aux gens, aux clients, pour qu'on ait le même niveau de compréhension, c'est pas aussi simple que ça. Mais c'est ça le job, et c'est un job passionnant. Donc pour finir, voici quelques conseils que j'aimerais partager avec vous. Tout d'abord, quand je dis vous, ceux qui sont déjà consultants, qui veulent devenir consultants, qui veulent se développer en fait dans ce domaine, c'est que, pour être consultant, on ne peut pas être consultant seul. Il faut développer un réseau. Le réseau, ça peut être des réseaux en ligne, partager des avis, écouter ceux qui sont déjà plus loin, qui savent déjà plus, participer à des conférences, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois sur LinkedIn, mais aussi participer à des conférences spécifiques par rapport à ce qu'on fait. Moi, par exemple, la base de mes outils, c'est le FQM, European Foundation Quality Management, et je participe à des conférences sur le FQM, parce que c'est ça, le quality management, c'est la base, en fait, quand on parle des entreprises. Bien sûr, il y a d'autres outils. Mais c'est l'outil que, personnellement, j'adore le plus et je vais dans ce sens. Donc voilà, premièrement, développer son réseau. Deuxièmement, faites toujours du travail de qualité. Qualité dans le visuel, mais qualité aussi dans le contenu. Quand je vois certains rapports qui sont faits sur Word, il n'y a pas d'image, c'est très difficile à lire, ça ne donne pas envie du tout. Quand on parle de qualité, c'est la qualité du fond, du contenu, mais aussi la qualité de la forme. Regardez, quand vous regardez les rapports des startups ou la présentation des startups, il suffit de taper sur Google, il y a plein de présentations qui sont sympathiques, qui sont encourageantes, qui donnent envie de lire. Parfois, on demande à notre équipe de faire un slide et il n'y a que des textes. Les fonds, avec du fond blanc, il n'y a rien, ça ne donne pas envie. Quand vous êtes consultant, il faut faire beaucoup d'efforts et si vous n'y arrivez pas, engagez un graphic designer. C'est-à-dire que vous faites le contenu et vous demandez au graphic designer, ça va augmenter beaucoup certes, mais ça va donner quelque chose d'intéressant par la suite. Et c'est ça qui est très important. Troisième conseil, c'est l'apprentissage continu. On apprend sans cesse. Dans chaque domaine d'activité, les choses évoluent et ça évolue très vite. Il faut lire, il faut être à l'affût de l'information, il faut être à l'affût de nouvelles approches. Apprendre sans arrêt, ça fait partie de notre métier. Quatrième et dernier conseil de ma part, c'est la gestion des priorités. Il faut savoir gérer son temps. Quand il y a des priorités, il faut être focus sur ça. Travailler sur cette priorité. Plus vous éparpillez, plus vous n'arrivez pas à donner un bon résultat et à la fin, vous intervenez 1, 2, 3 fois et les bruits courent, les gens se parlent entre eux et vous vous faites crier pour rien du tout. Il faut y mettre son cœur. Il faut travailler, il faut prioriser en fait ce qui doit être fait aujourd'hui. Il faut que ce soit fait aujourd'hui. Il n'y a pas d'excuse. On peut se permettre une excuse de 10% peut-être, mais 90%, il faut que ce soit fait à temps. Donc voilà, je pense que j'ai tout donné sur les métiers du consultant. Si vous avez des questions, je reste disponible, mettez-les en commentaire. Il y a d'autres gens, d'autres consultants expérimentés qui peuvent aussi répondre à ces commentaires. Sinon, je vous souhaite bonne chance dans votre démarche d'être consultant, dans votre démarche d'amélioration. Et comme on est le vendredi 27 décembre, il est temps peut-être pour moi de vous souhaiter de passer de très bonnes soirées de Saint-Sylvestre et de se dire à très bientôt et on se voit en 2025. Bonne année encore et à très bientôt, au revoir.